Ojord we dan la podcast conversation secret. Diamond Noir par Arthur Harari. Vous n'étiez pas au courant du tout qu'il était malade? Non, j'avais 15 ans la dernière fois que je l'ai vu. Passe me voir un de ces jours à Anvers, si tu veux. On est cousins, quoi, merde. Vous, ça marche plutôt bien en ce moment. Le diamant, c'est juste une pierre transparente, tu vois. On décide que ce caillou vaut cher et ça crée de la richesse. Merci de m'accueillir. Remercie mon fils, c'est lui qui t'accueille. T'es là souvent, toi? Je vis ici, en fait. Tu es le fils de Victor? Ça t'intéresse, le diamant? Ouais. Ce qui fait la différence, c'est l'œil. Qu'est-ce que tu en dis? Je crois pas que ce soit un diamant, ça. Ne fais jamais plus quelque chose derrière mon dos, sinon te dégage. Tu es pas chez toi ici. Hello Ismaël, j'espère que les vacances au soleil se sont bien passées. Je te passe un petit coup de fil pour siffler la fin de la récré et mettre un terme à notre mois de farniente. Si tu veux bien, on file en Belgique et à Anvers plus précisément pour décrypter par Telex interposé le premier film d'Arthur Harari, Diamant Noir. L'histoire de Victor Ullmann, né dans une famille de diamantaires à Anvers, en Belgique. Sa main a été broyée par une machine devant son frère qui n'a pas bougé pour l'aider. Et là, c'est les caméras. Il y en a pour combien? Il a parlé de 20 millions. Ceux qui fait mal, ceux qui pêchent, ceux qui souffrent. Faut que tu sois clair, calme, précis. Alors Ismaël, il y aurait énormément de choses à dire sur le premier long métrage d'Arthur Harari. Mais pour ce Telex, il va falloir faire court et resserré. On pourrait parler de son traitement très sec et réaliste du casse, qui n'est pas sans rappeler le travail de Michael Mann dans Le Solitaire, de son incroyable ouverture qui fait furieusement penser au cinéma du giallo italien, ou de son utilisation des codes du film noir américain. Mais dans un premier temps, peut-être pourrait-on parler de son allure de drame familial. On l'a dit, le personnage principal, récemment orphelin de père, entend rendre justice et se venger de cette famille qui aura marginalisé son paternel, et lui avec. Au début du film, Pierre est sous la coupe de Rachid, un voyou aussi doux qu'inquiétant avec son protégé. C'est avec la collaboration de ce père de substitution que Pierre entend venger son père et voler cette famille qui l'aura abandonné. En débarquant à Anvers, Pierre découvre un nouveau monde, plus faste et plus confortable. Il apprend un nouveau métier, celui de tailleur de diamants, et va peu à peu se glisser dans la peau de son propre père. Réunissant les pièces du puzzle, il se rend compte que la vérité n'était pas forcément celle qu'il tenait pour vraie. Jusqu'aux derniers instants, que l'on ne révélera pas à nos auditeurs, son cœur balance. Et plus le film avance, et plus le doute sur les bienfaits du casse à venir grandit. Son regard a changé. Le regard et la vision, l'aveuglement et la cécité. Tout dans ce film est question de point de vue. Celui porté par Pierre sur ses deux familles, bien évidemment, mais aussi sur le business du diamant. Sa vision lui permettra de gravir les échelons et de voir ce que les autres ne voient pas, de se montrer plus habile que son cousin et plus visionnaire que son oncle pour mener les affaires. Ce qui fait la différence, c'est l'œil, dira ainsi un diamantaire à Pierre durant le film. Mais voilà, j'ai assez parlé. Et toi Ismaël, par quel prisme entends-tu nous parler de Diamant Noir ? Hello Yann, écoute, je réponds avec plaisir à ton invitation à parler de Diamant Noir d'Arthur Harari. C'est une merveilleuse idée de reprendre nos émissions sur ce film. Bon, sur Diamant Noir, tu as dit déjà beaucoup de choses. Je voudrais simplement dire très rapidement et un peu, comme on a peu de temps, un peu dans le désordre, 2-3 choses. D'abord, j'ai rarement vu un film aussi beau sur les yeux. Bon, le film... on le sait, commence par un plan des yeux de Niels Schneider, de Pierre, le personnage principal, et puis qui se confond avec celui de son père d'ailleurs, hein, puisque c'est le fils qui rêve à ce qui est arrivé à son père comme un traumatisme et qui vaudra comme une sorte de mythologie familiale qu'il se raconte à lui-même et qui finalement influence toute la première partie de son existence, puisque c'est quand même un film initiatique. C'est le passage
d'un jeune homme vers l'âge adulte, d'un jeune homme qui va se libérer finalement de ses pères, qu'ils soient réels ou tutélaires. Donc le souvenir de son père qui a perdu la main quand il était jeune, donc qui a subi une sorte de... qui a perdu quelque chose d'essentiel. Et puis Rachid, son père de mauvais garçon, son père voyou, et puis son oncle, qui, dans sa mythologie, a pris la place de son père. Donc là, c'est tout l'héritage shakespearien d'Hamlet. Et d'ailleurs, voilà ce qui est beau dans le film d'Harari, c'est qu'il sort un peu d'un classicisme à la française pour retrouver quelque chose d'un style moi je dirais de la Renaissance européenne. Bon, enfin, le fait qu'il soit que ça soit en grande partie tourné dans les Flandres, à Anvers, nous ramène à tout un univers de la Renaissance picturale, c'est-à-dire ce mélange, comme tu le disais si bien, d'un réalisme, d'une crudité quotidienne, avec une dimension un peu onirique, c'est-à-dire que, comme le disait si bien Shakespeare dans La Tempête, nous sommes faits, nos vies sont faites de la même étoffe que nos rêves. Et donc, des choses les plus, ordinaires, les plus quotidiennes, les plus vulgaires, vont côtoyer les rêves les plus grandioses et les plus grands idéaux. Bien sûr, il y a la métaphore du diamant, c'est-à-dire qu'à partir de quelque chose de brut, d'une pierre brute, le réel va venir tailler finalement le cœur et le regard de Pierre, qui s'appelle Pierre, on voit bien, tu es Pierre, c'est-à-dire ça fait référence directement au diamant, mais Pierre c'est aussi la figure éloignée d'un voyou juif français, Pierre Goldman, le dira Arthur Harari. Il y a également aussi dans cette façon italienne d'écrire Pierre l'ombre peut-être de Pasolini, mais enfin bref, voilà, on a un personnage un peu brut que les circonstances qu'il va traverser vont tailler, et à travers ce mystère, le mystère de ce personnage, les histoires qu'il se raconte à lui-même, comme on a dit, et les événements qu'il va rencontrer et qui vont, disons, donner de nouvelles facettes à son personnage, une lumière va faire son chemin à travers lui. Ce que j'aime aussi dans le personnage de Pierre, c'est quelqu'un qui se raconte des histoires. Et ce que j'aime finalement, c'est que les histoires qu'il se raconte lui permet de développer une aptitude, un don pour voir les choses. Il a un œil, comme le dit son maître tailleur de pierre, qu'il aura plus tard à Anvers. Et c'est très bien mis en scène c'est très bien montré dans la mise en scène d'Arthur Harari, c'est-à-dire qu'il vit des choses, il les visualise, et après, il se les remémore, et c'est ça qu'il peut donner aux autres. C'est-à-dire, il a une idée des choses. Évidemment, les choses ne se passent jamais comme il les prévisualise, comme il les projette, et ça, il y a tout un jeu de mise en scène à la fin qui est vraiment bouleversant, c'est-à-dire que à la scène du casse final, cette prévisualisation et on la voit, et puis quand les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu et tournent à la tragédie, elle continue. C'est comme si le réel était aussi une sorte de regard qui aurait mal tourné. C'est ça, c'est comment tordre le regard pour que le spectateur, Pierre, les autres voient différentes facettes de la réalité, et comment faire tourner la lumière pour que son spectre se diffracte et donne une idée consistante, incarnée du réel. Et ça, c'est magnifique. Je trouve que... moi, ça me fait penser, évidemment, t'as parlé de Michael Mann, pardon, c'est une des références affichées d'Harari, mais il y a évidemment plein d'autres références qu'on pourrait adjoindre à ce film Diamant Noir.
Et pas simplement cinématographique, hein. Il y a toute une dimension d'abord musicale qui est très belle. C'est une des plus belles musiques d'Olivier Marguery, dont on a parlé pour la nuit du 12. Mais aussi picturale. Il y a une scène très belle de Pierre en Inde devant une petite miniature naïve devant le diamantaire Jaïd. Il y a cette idée de singularité, hein, et il y a une scène très belle tout au début du film également où on voit le blanc de l'œil, hein, de l'acteur avec une imperfection comme si c'était une perle baroque avec une légère imperfection, et c'est ça qui lui confère sa beauté, hein, ce goût, hein, pour l'impureté, et qui est très beau dans le film. Voilà, c'est ça, c'est grâce à nos défauts qu'on accède au feuilleté du réel, mais aussi à qu'on peut approcher notre vérité. Il y a quelque chose de très loin du classicisme français, quoi. On voit qu'on est très loin de Racine ou de Bresson, mais par contre, il y a quelque chose de très beau parce que il y a une coexistence de registres dans le film qui donne des scènes magnifiques, à la fois violentes et douces, et on passe d'un sentiment à l'autre, d'un plan à l'autre pratiquement, et ça c'est très très beau. Justement Ismaël, ce côté éclaté, ce mélange d'univers et de registres vient peut-être aussi de la multitude de personnages qui peuplent le film et surtout du casting qu'il incarne. On peut applaudir la performance des actrices et acteurs de Diamant Noir et saluer au passage l'audace d'Arthur Harari et des producteurs qui ont su trouver une alchimie parmi des acteurs venus de tous horizons. Car aux côtés de Neil Schneider, qu'on aura vu auprès de Xavier Dolan ou de Yann Gonzalez, on retrouve les germaniques Auguste Thiel et le metteur en scène Hans-Peter Klaus, le danseur indien Raghunatha Mané ou la trop rare Raphaël Gaudin. Mention spéciale aussi à Abdelhafed Benotman, le mentor du personnage principal au début du film, dont on a déjà dit 2 mots, et qui incarne ici à la perfection un homme ambigu capable du pire, mais qui paraît doux et protecteur auprès de son protégé. Ancien braqueur lui-même, Abdelhafed Benotman aura eu 1000 vies avant sa disparition en 2015, juste après le tournage de Diamant Noir. De ses séjours en prison, il cultivera son goût du théâtre et du jeu, participant à des ateliers avant d'en devenir initiateur et animateur. Il sera aussi un écrivain reconnu et publié par Rivage, animateur de radio et militant de la lutte anticarcérale. Je pense en tout cas que sa prestation dans le film est vraiment à souligner. Ismaël, d'ailleurs, j'ai trouvé un entretien de Arthur Harari où il parle de la distribution de son film. Je te laisse écouter ça. Ceci dit, dans Diamant Noir, il y a une partie de la distribution, enfin des acteurs qui sont pas des acteurs en fait. Hafed Benotman, qui joue Rachid, il avait très peu joué avant. Il a eu des expériences au théâtre, etc. Mais en fait, c'est un auteur, c'est un écrivain et c'est un auteur de théâtre. Il n'avait jamais joué un rôle aussi important que ça. Pareil pour Hans-Peter Klaus, qui est un metteur en scène de théâtre, qui est très acclimaté à ce que c'est que la direction d'acteur et que l'acteur, mais enfin, il avait quasiment jamais joué aussi, et surtout pas un rôle aussi lourd que ça. Raphaël Gaudin, elle est actrice, mais ça faisait des années qu'elle n'avait pas joué. Et le dernier important, c'est le type qui joue l'Indien. Raghunatha Mané, c'est un danseur, chanteur, musicien, mais c'est pas un acteur de cinéma. Donc en fait, il y a quand même, je pense que c'est pas pour rien que je vais chercher des gens qui sont pas forcément, c'est pas forcément le métier, quoi. Voilà Ismaël, c'était une petite présentation du casting par Arthur Harari himself, mais je te laisse poursuivre. Qu'est-ce qui te plaît encore dans ce film ? Bon, ce qu'il y a de très chouette aussi dans ce film, c'est, comme je le disais, voilà, il y a un mélange de registres, mais il y a aussi façon de jouer entre le prévisible et l'imprévisible, et on est toujours surpris, quoi, de toute façon. Il y a un don de voyance presque de Pierre, mais en même temps, on voit bien comment il est travaillé par le réel, et nous-mêmes, en tant que spectateurs, on est toujours surpris. Il y a des scènes incroyables, vraiment, de violence qui surgissent tout à coup quand on voit Rachid poignarder un pigeon qu'il attrape dans la rue pour montrer à Pierre, hein, de façon très éloquente, ce que c'est que d'être violent et d'aller dans une dynamique de vengeance. Et le film joue des deux côtés, c'est-à-dire que oui, on est pris
on dirait, les psychanalystes diraient, dans des signifiants, quoi, dans un discours qui nous modèle et qui fait qu'on est tragiquement pris dans un réseau de signification dont on a beaucoup de mal à sortir. Et c'est ça, Pierre, il est pris dans une mécanique tragique qui fait que, est-ce qu'il va s'en sortir? Mais en même temps, à tout moment, le réel peut dévier cette mécanique et Pierre se sauver. Et c'est à la fois une tragédie, mais un film à suspense, quoi, un vrai film noir à suspense, parce que finalement, le pire n'est pas certain, comme dans une tragédie, par exemple, de Racine ou de Sophocle, le pire est certain, alors que là, tout est possible. Et la fin est très très belle à cet égard, hein, parce que il y a une ligne de fuite qui est offerte au personnage de Pierre, qui est belle, qui est très belle. Et je voulais également, alors je sais pas ce que t'en penses, parler de la photographie du film. On a un peu parlé de la mise en scène, qui était un mélange de stylisation, enfin toi t'en as bien parlé, un mélange de stylisation très forte, avec des surimpressions, des contrastes très forts, et de réalisme, c'est-à-dire que il y a quelque chose un peu de sale. J'aime beaucoup la scène où ils se retrouvent les trois voyous, Rachid, Pierre et leurs complices, au bord de l'Escaut, dans une sorte de vie d'urbain un peu industrialisé, un peu à l'abandon. Donc il y a toute une dimension quand même réaliste, comme si la nuit, encore une fois, chargeait l'image. Ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une noirceur dans l'éclat même de l'image. Et moi, d'ailleurs, c'est le titre du film, Diamant Noir. Hein. Il y a du noir, il y a de la nuit dans l'éclat même des choses. Ça, j'aime beaucoup cette idée que la nuit aussi est un soleil. Hein, c'est ça. Et c'est cette même idée que les défauts, nos défauts, nous permettent de voir plus loin, de voir de façon singulière, de voir ce que les autres ne voient pas. Avoir un œil, c'est être impur. Et il y a cette impureté dans la qualité même de l'image qui mélange un réalisme avec une stylisation. On aimerait, enfin moi j'aimerais, parce que je disais bon, il n'y a rien à voir avec Bresson. Je sais qu'on a parlé de Pickpocket, mais il y a un lien quand même entre Pickpocket et Diamant Noir qui est pas évident, mais disons ce lien, c'est celui qu'il y a, et on peut le dire à l'occasion de de la mort de Godard, ce lien entre l'œil et la main. Je dis que c'est un des plus beaux films sur le regard et sur les yeux qui soit, Diamant Noir. On voit les yeux qui sont d'ailleurs différents. Tu sais, il y a une asymétrie dans les yeux de Niels Schneider. Il y en a un plus écarté que l'autre. On voit qu'il y a... Voilà. C'est pas une beauté classique. Et ce lien très fort entre la main et le regard. Est-ce que c'est un voyant ou un homme de main? C'est un peu ça, Pierre. Il est à la fois l'homme de main et le voyant. Et c'est cette articulation qui fait entre le réel et la vue, entre les rêves et le concret, qui fait toute la beauté de ce personnage et du film. Bon voilà, je t'embrasse et merci de m'avoir donné l'occasion de parler de ce film. On se dit à bientôt, à très vite. Allez, je t'embrasse fort. Bye. Moi aussi, je t'embrasse bien fort, Ismaël. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et pour ceux qui nous écoutent, sachez que vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcast et j'en passe. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À très bientôt.